Messieurs, dames, amis sportifs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport Thème, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur BF1. Aujourd'hui, du football AC2, football de la course hippique du golf, mais aussi, bien entendu, les élections à la présidence de la Confédération africaine de football. Et pour donc les parties analyse, débrief, Madi Zongo est avec nous sur ce plateau. Madi, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tous. Voilà, on ouvre donc cette émission avec la levée provisoire de la suspension du stade du 4 août. Le Temple du football burkinabé pourra accueillir les étalons le 29 mars prochain. En tout cas, cette information est tombée mardi dernier et le ministre des Sports et des Loisirs n'a pas hésité le mercredi à animer un point de presse où il fait donc l'état de l'avancée du projet de rénovation du stade du 4 août et du stade Sangoulé et Lamizana, mais aussi de cette bonne nouvelle tombée depuis donc le siège de la CAF au Caire. La rénovation des stades du 4 août et Sangoulé Lamizana de plus en plus au centre des préoccupations du ministre des Sports et des Loisirs. Au lendemain de la décision de la CAF de reconsidérer le stade du 4 août, Dominique André Nana, le ministre des Sports, ne veut surtout pas sauter au plafond. Si les étalons pourront accueillir leurs homologues du Soudan du Sud le 29 mars prochain, le stade du 4 août restera toujours sous le coup d'une suspension de la CAF qui n'a certainement pas oublié l'état dans lequel il se trouve. Si cette levée de suspension jusqu'en juin 2021 réjouit plus d'un, en effet, on se rappelle de cette date du 2 mars dernier, où en plus de la suspension du stade du 4 août, la CAF attirait l'attention du Burkina sur les points suivants. La qualité du terrain, la nécessité que l'éclairage du terrain soit uniforme avec un éclairage horizontal minimum de 1200 lux, la propriété des vestiaires, les zones réservées aux spectateurs, les installations sanitaires pour les spectateurs, les installations médias, les travaux de rénovation générale du stade. Ainsi, les stades du 4 août et Sangoulé Lamizana devraient faire peau neuve et ces rénovations n'ont donc rien à voir avec les menaces de la CAF ou de la FIFA. L'heure pour l'instant est à la recherche des moyens financiers pour ces rénovations. Sur un budget prévisionnel de 35 milliards, le Burkina Faso ne dispose pour l'instant que de 5 milliards. Il faut que l'on se comprenne bien. La dépense publique au Burkina Faso est encadrée. Si on dit aujourd'hui une dépense de 10 milliards, c'était en 2020, elle n'était pas inscrite dans le budget. Donc, dans le budget 2021 et 2022, on a pu disponibiliser d'une somme qui monte autour de 5 milliards 5, et 4 milliards pour le stade du 4 août et 1 milliard 5 pour le stade Sangoulé Lamizana. Lorsque nous avons reçu l'étude, on nous a parlé de 11 milliards pour le stade du 4 août et 24 milliards pour le stade Sangoulé Lamizana. Vous voyez donc que le gap est loin. À nouveau disponible, le stade du 4 août ne le sera plus en juin. Un délai très court qui n'affecte aucunement le ministre des Sports et des Loisirs. Je répète, nous ne sommes pas prisonniers du temps. Nous sommes prisonniers de l'exigence de qualité. Nous allons prendre le temps qu'il faut pour faire un ouvrage de qualité. Inauguré en 1984 pour le stade du 4 août et ouvert en 1997 pour le stade Sangoulé Lamizana, ces deux infrastructures ont besoin d'un sérieux toilettage. Pour le stade Sangoulé Lamizana de Bobo, la situation semble plus critique, d'autant plus qu'il n'a jamais été réceptionné et son maintien est aujourd'hui l'objet de débat. Voilà, on revient donc sur ce plateau. Madi Zongo, le stade du 4 août est disponible donc pour le match du 29 mars prochain. Il ne le sera plus en juin. Pour le stade Omnisport Sangoulé Lamizana de Bobo, on ne parle même pas d'une probable ouverture. Mais Madi, ce qui nous réjouit au moins, c'est que les étalons pourront jouer à Ouaga et après, il faudra donc s'activer à autre chose. Non, je crois que William, la CAF a tout simplement fait de la gymnastique intellectuelle pour s'en sortir quelque part. Il ne faut pas oublier que le moratoire qui avait été dit concernait aussi le stade Sénikounché. Or, ce ne sont pas seulement les deux seuls stades. Oui, il y avait les stades au Mozambique et dans d'autres pays. Oui. Oui, mais même dans la sous-région, je crois que le stade de Cotonou n'est plus dans le coup. Le stade de Bamako aussi. Voilà, donc il faut... Le stade de Bamako, lequel ? Le stade, je crois, le stade du 26. En tout cas, il y a beaucoup de pays... Le stade Modibo Keïta aussi. N'en parlons pas. Donc, il y a beaucoup de pays de la sous-région qui se sont retrouvés sans infrastructure. Et vous comprenez que la gymnastique dont je parle, on lève la mesure pour les équipes nationales, mais on la maintient pour les clubs. C'est à ne rien comprendre. Non, on m'a dit la mesure elle est claire. Oui. La mesure de la CAF, elle est claire. C'est juste pour les matchs 5 et 6
des éliminatoires de la CAN 2021. Mais bien sûr, ce que je dis, mais Salitas, par exemple, pouvait jouer, puisque le stade n'a pas changé de configuration. Le match de Salitas ne compte pas pour les matchs 5 ici. Bon, ça c'est vrai. Bon, d'accord. Donc, c'est pour dire qu'ici, je pense que c'est de la diplomatie que la CAF a dû faire se dire, ben, écoutez, il ne sert à rien de coincer les pays à migrer. Vous voyez déjà même Salitas est dans le sale drap actuellement par rapport à son match contre Étoile du Sahel. Ils ne savent pas pour le moment où aller jouer. Donc, pour les équipes nationales, puisqu'il reste un seul match, voilà, le Burkina a un match à l'extérieur, un match à domicile, mais autant permettre au Burkina de jouer son match à domicile et après on remet les barbelés. Alors, on m'a dit justement, le ministre des Sports l'a dit, 11 milliards pour le stade du 4 août, 25 pour le 24-25 pour le stade Omnisport de Bobo. En tout cas, à partir de juin, il sera donc difficile de trouver un terrain pour programmer les étalons parce qu'après juin, c'est absolument à l'extérieur qu'on va jouer. Mais bien sûr, et c'est surtout les éliminatoires de la Coupe du Monde. Parce que la FIFA, là, ça badine pas. Hein. Les éliminatoires de la Coupe du Monde commencent en mai. Voilà, justement. Même les éliminatoires de la Coupe du Monde, vous n'êtes même pas sûr que la FIFA accepte qu'on joue au stade du 4 août parce que la Coupe du Monde est organisée par la FIFA et non par la CAF. Donc, c'est la FIFA qui homologue les terrains. Vous n'êtes même pas sûr que la FIFA suive le moratoire de la CAF pour laisser les étalons alors, jouer. Madi, justement, quand on regarde beaucoup de choses dans ces fameux 12 points, on pourra peut-être... c'est des matchs pour l'instant qui se disputent à huis clos. Oui. Donc, on peut dire que quelque part, l'une ou l'autre des mesures pourrait être allégée. La CAF ou la FIFA pourrait fermer les yeux parce qu'il n'y aura pas de public. Donc, pas besoin de mettre des sièges numérotés en attendant. Sinon, autrement, sur les 12, s'il y a un seul qui ne marche pas, tout ne marche pas. Mais comme tu l'as dit, c'est des matchs qui vont se jouer à huis clos. Donc, on pourra demander quand même de fermer les yeux sur les sièges qui ne pourront pas être faits. Et la tribune de presse, bon, l'affaire à minima, parce que bon, il n'y a pas 200 journalistes qui vont venir. Je pense que si nos autorités montrent une certaine volonté d'aller dans le sens des structures fêtières du football international, je pense que ça peut aller. Autrement, si on se dit non, on va aller à notre rythme, ben, on doit s'apprêter aussi à aller jouer ailleurs parce que je ne suis pas sûr que si après juin, la CAF fait un tour au Burkina et trouve qu'effectivement nous allons à notre rythme pour réparer le stade comme nous voulons, ils vont dire bon, on fait avec vous. Non, je pense qu'il faut faire quand même des trucs. Il y a des minima qu'on peut donner, comme tu l'as dit. Tout le monde est coincé. La FIFA aussi est coincée par ce genre de mesures. Parce qu'il faut trouver des terrains pour que les gens jouent. Vous n'allez pas éliminer un pays parce qu'il n'a pas de terrain pour jouer, parce que c'est vous qui avez dit que son terrain n'est pas chaud. Donc, vous voyez, ça demande de la... Non, mais là où c'est intéressant, c'est que lorsque deux équipes, on va dire A et B s'affrontent, si A n'a pas de terrain, elle joue sur le terrain de l'équipe B, tout simplement. Oui, mais tu prends le Burkina et le Soudan du Sud. Le Burkina n'a pas de terrain, le Soudan du Sud, c'est la même chose. Le Soudan a joué au Soudan. Le Soudan du Sud a joué au Soudan, donc on va jouer au Soudan. Mais justement, je veux dire que s'il faut jouer chez l'adversaire, parce que généralement c'est ce qu'ils font, hein, mais vous vous retrouvez avec deux pays qui n'ont pas de terrain. Mais si le Burkina a joué contre le Soudan du Sud à Khartoum, c'est parce que le terrain de Juba n'est pas homologué. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve avec le terrain du Burkina. Mais cela n'a pas empêché le Soudan du Sud de battre le Malawi aussi. Exactement. Non, mais je veux dire que dans le principe, je pense que tout le monde est coincé, je le pense. Les pays, donc pour des questions d'image... On ferme les yeux et on joue. On ferme les yeux et on joue tout en disant que allons quand même vers l'amélioration. Moi, je pense que dans cette situation, William, la CAF peut dire, bon, voici quand même des points où il faut aller vite. Par exemple, l'éclairage. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le stade du 4 août est très mal éclairé. Là, on peut accélérer. Par exemple, les tableaux. Vous allez même au championnat, aujourd'hui, il n'y a même pas de tableau. Alors, Madi, tu penses que le tableau, on peut le changer d'ici juin? Oui, quand même, nos électroniciens qui sont ici, là, s'ils ne peuvent pas faire ça, excuse-moi, mais... Tu es électronicien? Hein? Tu es électronicien? Non, non, mais il y en a... Non. William, je pense, ça, c'est ce que... c'est mon avis. Madi, oui. Pour les autres, je veux bien. Oui. Mais pour le tableau technique, s'il te plaît, laisse ça. Non, mais je veux dire, William, pas de quoi il est question. Je veux dire, par rapport à tous ces points-là, je pense que si on met l'intelligentsia burkinabé à contribution, William, les bancs de touche,
le tapissier de mon quartier peut faire ses photos. Mais tu n'as qu'à donner le numéro de ton tapissier. Et pour qu'on l'appelle. Pour qu'on l'appelle, le ministère des Sports. Alors, cette fois, on en a fini avec donc, les rénovations des stades. On passe donc à la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe pour notre représentant. Salitas est engagé. Les poulains de Ladji et Koulibaly étaient donc mercredi dernier à Sousse où ils devaient faire face au club sportif Asfax, où il devait faire face au club sportif sfaxien. Salitas est finalement tombé à la suite d'un pénalty concédé en fin de partie 0-1 donc, pour donc, les sfaxiens. Résumé de cette rencontre avec Justin Amoto. Salimata Etaseré Football Club Salitas a entamé par une défaite la phase de la poule de la Coupe de la Confédération. Les Colombes de Ouaga 2000 ont été battus par le cercle sportif sfaxien de Tunisie le 10 mars par 1-0. Un but obtenu sur transformation d'un pénalty à la 77e minute par une faute longuement contestée par Aboubakar Barrow et ses camarades. Un mauvais départ qui oblige les Burkinabés à changer le fusil d'épaule s'ils veulent faire mieux que lors de la première campagne à ce niveau de la compétition il y a 2 ans. Les Oranges et Verts n'avaient pas réussi à extirper les phases de poule en compagnie des mêmes Tunisiens du CS sfaxien et de l'Étoile du Sahel du Tunis et des Nigérians des Nougour Randes. Il faut vite redresser la barre dès le 17 mars face à l'Étoile du Sahel. Le match qui devait se jouer à Ouagadougou devait être délocalisé probablement à Abidjan en raison de la mesure de suspension qui frappe le stade du 4 août. Un autre recueil de plus à gérer. Si en plus du terrain, Salitas se voit soumettre à d'incessants voyages, il faut craindre pour les organisateurs et partant les résultats. Voilà, on revient donc sur ce plateau Salitas qui tombe à Sfax face au club sportif de la ville. Madi, c'est une mauvaise entame pour donc, le représentant burkinabé, n'est-ce pas? Oui, surtout pour ce genre de compétition où le point perdu est difficile à rattraper. Encore plus dans les conditions de Salitas où il faut faire 6 voyages au lieu de 3 pour les autres. Oui, mais crois que ça en attendant de parler des autres voyages, parlons de ce match, disons. Oui, non, ce que je veux dire par rapport à ce match, bon, le penalty a été contesté, mais vous savez, quand l'arbitre décide, il a décidé. Mais toi, tu aurais fait quoi si tu avais été l'arbitre? Ben, je ne suis pas l'arbitre, je n'étais pas dans les mêmes conditions pour apprécier. Ben, moi, je m'en tiens à la décision de l'arbitre. Oui. C'est vrai que l'avis personnel de Madi Zongo, ancien arbitre et consultant, y avait-il pénalty ou pas? Je ne me prononcerai pas parce que je ne suis pas dans des conditions pour apprécier. Parce que, tu vois, William, pour apprécier une faute... Tu n'es pas dans les conditions, donc ne l'apprécie pas. Donc, je ne l'apprécie pas. Laisse tomber. Parfait. Tu n'es pas dans les conditions. Alors, Madi Zongo, il faut rappeler que Salitas, pour la deuxième journée, doit trouver donc, un terrain parce qu'à Abidjan, ça ne sera pas possible, d'autant plus que ce pays observe donc une période de deuil national. Où est-ce que Salitas va jouer son match? C'est le Wait-and-See. Parce que je crois que Salitas devait partir lundi pour Abidjan. Ben, il faut attendre que la CAF, Salitas et la CAF, et surtout la Fédération burkinabé de football, trouvent un terrain pour pouvoir accueillir ce match. Autrement, ben, je crains que ce match... Pourquoi pas? Hein? Il va aller jouer au Ghana. Oui, mais il faut trouver le terrain au Ghana. Autrement, j'ai peur que ce match ne soit reporté. Mais je pense que le Ghana devrait pouvoir faire l'affaire sans me prononcer sur quoi que ce soit. Parce que là aussi, quand vous voulez aller jouer ailleurs chez quelqu'un, il faut bien négocier. Il y a les conditions, il y a la maladie, il y a tout ce qu'il y a comme exigence pour le transport international. Donc, il y a tout ça qu'il faut régler en un temps, 2 mouvements. Bon, moi, j'ai peur que ce match ne soit plus ou moins reporté, même s'il reste encore un peu de temps pour trouver un terrain. Parce que le désagrément, c'est chez tout le monde, même les Tunisiens. Parce qu'ils avaient programmé Abidjan, ils ne partent pas. Les arbitres, le commissaire au match, l'inspecteur d'arbitre, tout ce monde qui gravite autour de l'organisation d'un match, il faut tout rebattre, il faut retrouver. C'est pour ça que je dis, cette mesure de suspension des terrains-là, ben, ça coince tout le monde. Aujourd'hui, ben, la CAF ne doit pas bien dormir parce qu'il faut trouver des terrains. Il faut trouver des terrains, mais pour l'instant, dans le Faso-Foot, on joue. La journée donc a débuté cet après-midi avec l'AS Sonabel qui a dû partager la poire en deux avec Vitesse de Bobo, 0 but partout. Même score, au moment où nous entrions en studio pour les dernières informations que nous avions, même score entre l'Asfa Yenenga et COSAF à Bobo. On aura donc demain un choc, un crunch, comme le disent les Anglais, entre l'ASFB et Raïmou, autrement dit entre l'ASFB et donc sa petite sœur. Pour ce match, les deux équipes sont mal en point. Donc hier, en conférence de presse d'avant un match, les différents acteurs se sont exprimés au micro de Souto, Justin Dabiré.
L'affiche de ce week-end à Bobo Dioulasso, c'est la rencontre ASFB Raimo FC, deux équipes en grande difficulté depuis la reprise du championnat national de première division. Pour Jeff Alengane, le coach du Raimo FC, le match face à l'ASFB va se jouer sous pression, même si lui et ses poulains comptent l'aborder avec sérénité. Ça sera un match où il y aura beaucoup de pression. Je vous dis, il y aura beaucoup de pression parce que toutes les équipes ne voudront pas perdre. Je pense que ça va être un match vraiment engagé. Et je sais que pour ce match, vraiment, comme on l'a dit, voilà, c'est le résultat qui va compter, ce n'est pas la manière. Il va falloir cravacher dur pour pouvoir vraiment venir à bout de cette équipe de l'ASFB. Je pense qu'on vient ce dimanche pour chercher vraiment à gagner, pour vraiment souffler un peu. On sait que c'est l'un des matchs les plus importants de la saison. Raimo contre l'ASFB, même si on a des frères, mais je crois que c'est l'un des matchs les plus importants. Donc nous, on est en train de bien se préparer pour se faire plaisir le jour J. On ne peut pas sous-estimer l'ASFB parce que l'ASFB est dernier ou bien ils sont mal placés. C'est de se concentrer et puis jouer à fond le match. L'antenne rouge du Faso Foot, après 19 journées, l'ASFB n'a plus de calcul à faire si ce n'est gagner pour sortir de la zone rouge. C'est un match comme les autres matchs. Bon, il suffit de se concentrer seulement comme on a l'habitude de jouer les autres matchs. C'est vrai qu'actuellement, ça ne va pas dans le groupe. Ça ne va pas côté... Puisque actuellement, notre positionnement n'est pas ça. Bon, je pense que dans ce match, on va essayer de tout donner pour avoir un bon résultat. C'est vrai que ce n'est pas facile de vivre ces périodes, mais nous travaillons de telle sorte à ce que les joueurs restent sereins, qu'ils comprennent que c'est toujours possible d'atteindre nos objectifs pour les journées qui viennent. Si nous engageons des points, il n'est pas tard, il y a toujours le temps pour rattraper. Pourvu que nous commençons cela très tôt, pourquoi pas dès ce week-end. Ce match aussi, c'est un match très capital parce qu'on dit que c'est un duel fratricide. Raimo et ASFB, c'est père et fils. Mais Dieu a fait de telle sorte que nous serons tous mal en point. Mais je crois que nous aurons envie plus de gagner parce qu'encore ils sont devant que nous. En 2-2 poule B, on joue la 14e journée. L'AS Maya, actuel 8e, tentera de se relancer dans la course à la montée face à l'IFA Matruku, 9e au classement. On va jouer grandement notre chance. C'est un championnat et tout peut arriver. Bon, même si on a accusé un énorme retard, 13 points, c'est pas petit. Mais 13 points, c'est quand même 4 matchs. Alors, tout peut arriver sur le football, c'est un championnat. Nous, on joue grandement notre chance. À défaut de la montée, on peut avoir une place honorable comme l'année passée. C'est on a eu à les battre en phase aller, mais en phase retour, nous ne connaissons pas l'équipe qui sera en face. Mais ils allons tout donner. Parce que ce match, personnellement, c'est un défi pour nous les joueurs d'aligner une deuxième victoire d'affilée parce que ça n'a pas été depuis le début du championnat. Donc c'est un défi personnel pour les joueurs. On va tout faire pour avoir cette deuxième victoire d'affilée. Battu au match aller, l'IFA Matruku, dont l'objectif reste toujours le maintien, malgré l'arrivée de certains renforts d'expérience durant le mercato, compte montrer cette fois un autre visage. On a pris quelques joueurs expérimentés, comme il a dit, pour renforcer le groupe. On pense que ça peut tenir. On n'a pas dit on vient pour battre Maya, mais je pense que ça peut être un très bon match. C'est vrai, je suis nouveau dans le groupe, mais avec les joueurs, je ne suis pas nouveau. Puisqu'on se connaît déjà bien assez. Donc, je pense que je ne suis pas nouveau. Et puis, bon, on compte en tout cas entamer le match avec plus de sérénité. AS Maya, IFA Matruku, c'est pour ce dimanche 14 mars 2021 à 16h sur le terrain d'entraînement du SCB. Et ASFB Raimo, c'est aussi ce dimanche à 16h au stade Wobi. Voilà, juste petite information, nous venons d'apprendre sur la page officielle de Salitas que le club des Colombes est autorisé par la Confédération africaine de football à recevoir donc au stade du 4 août. Donc Salitas pourra jouer pour le compte de la 12e journée à Ouagadougou. Alors Madi, du côté des Bobos, ça sera donc un week-end chaud avec donc ce match entre l'ASFB et Raimo. Il y a 2 ans, ce match s'apparentait à un choc. Cette saison, c'était un match entre 2 équipes totalement à la recherche de leur marque. Absolument, surtout Raimo qui semble avoir perdu quand même quelques repères. Je ne sais pas, est-ce que le transfert de certains joueurs ont démobilisé ou du moins ont désorganisé l'équipe jusqu'à ce point. En tout cas, ce n'est pas l'équipe flamboyante qu'on avait les saisons précédentes. Bon, mais je pense, mais il n'en demeure pas moins que c'est une équipe intéressante à voir. Du côté de l'ASFB, vous savez que
un autre de leurs slogans, c'est « Un grand club ne meurt jamais ». Donc, malgré les difficultés, ils sont toujours dans l'espoir de pouvoir s'accrocher. Donc, ça, normalement, ça leur donne un beau match à voir. Surtout que, William, on ne finira pas de saluer le public de Bobo qui vient vraiment au stade. Franchement, c'est vrai que l'enceinte du stade Obi, ce n'est pas très grand. C'est même pas grand. Voilà, mais avoir du public comme ça venir, honnêtement, c'est très intéressant et il faut encourager les gens à faire davantage. En tout cas, en termes d'affluence, le Stade Obi s'affiche en première position et cela est incontestable. Certainement, le seul stade capable de rivaliser avec celui de Bobo, c'est certainement le stade Batibou Balibé de Koudougou. Alors, Madi, avant donc de retrouver la 14e journée du championnat de deuxième division, on va parler de la 13e journée de la D2 en ce qui concerne des matchs de la poule A, jusqu'à Ouaga qui héberge cette poule a vu le week-end dernier FAC l'emporter face au CAS de Mbemba Touré. Résumé de cette rencontre avec Fatih Nyongre et Majid Bakoun. Déjà mal en point avec une piètre 11e place du classement, les hommes du coach Mbemba Touré se devaient de relever la tête après la défaite de la journée précédente. Ils recevaient donc le FAC en cette journée de 7 mars 2021 sur le terrain de l'Union sportive des forces armées. Ce sont donc le 10e et le 11e qui croisaient les crampons, avec pour mot d'ordre défaite interdite. Une 13e journée qui s'annonçait donc étincelante au vu des enjeux. Très vite, ce sont les joueurs du FAC qui se montrent menaçants en se créant les meilleures occasions. Ils siègent le camp adverse et obligent les défenseurs à commettre des fautes. Un pénalty est sifflé à la 22e minute de jeu et accordé une chance à Salif Titieta qui, sans trembler, envoie la balle au fond des filets. 1-0 pour les hommes du coach Nyumo Eric. C'est sur ce score que les équipes vont à la pause. Au retour des vestiaires, les verts et blancs montraient un meilleur visage, mais vont toujours buter sur une défense bien en place du FAC. La partie va continuer sur le rythme de la première mi-temps, en voyant le FAC obtenir les meilleures occasions. À la 86e minute de jeu, Ouzaifa Compaoré passe la balle à Cédric Junior Tamini, qui se charge de fixer le gardien et conclut cette action admirablement. 2-0 pour le FAC, c'est le score final. Un résultat qui est salué par le coach Nyumo et son capitaine. C'est un sentiment de joie parce que ça fait un bouffée d'air. On avait raté la 12e journée et on devrait rebondir pour la 13e journée. Je pense que cette victoire-là, ça nous va droit au cœur, mais c'est les joueurs qui sont battus eux-mêmes pour avoir ça. Voilà. Mais on continue à travailler pour vraiment avoir plus de victoires qu'à l'aller. Avec cette victoire, je pense que ça va nous aider beaucoup moralement surtout, parce que quand tu perds, ça te touche moralement. Et avec ça, je pense que ça va nous donner plus de bouffées d'air pour le prochain match à venir. Cette victoire, ça nous va droit au cœur, parce que ça fait plus de 2 matchs qu'on ne gagne pas et moralement on est touché. Mais ce soir, on s'est battu vraiment pour avoir cette victoire, pour avoir le moral. En attendant la prochaine journée, le CAS fait la mauvaise opération du week-end. CAS donc qui fait la mauvaise opération du week-end. Mais ce week-end, c'est bien Patrice Motsepe qui fait la bonne opération. Le Sud-Africain a été donc élu ce matin même président de la Confédération africaine de football pour les 4 prochaines années. En tout cas, seul candidat en lice, le propriétaire des Mamelodi Sundowns, aura donc la lourde tâche de redresser la Confédération africaine de football. Le Sud-Africain Patrice Motsepe a été élu président de la CAF ce jour 12 mars 2021 à Rabat au Maroc. Cet homme d'affaires de 59 ans, avocat de formation et maillant des mines, a une fortune estimée à 2 milliards de dollars US. L'ancien enfant des Townships a certes racheté les Mamelodi Sundowns de Pretoria en 2003, mais de là à prendre la tête du football africain, il y a un pas qu'il n'avait jamais voulu lui-même franchir. Le 9 novembre 2020, à la surprise générale, Motsepe a déclaré sa candidature à la présidence de la CAF sans grand enthousiasme, puisqu'il a confié « Quand on m'a demandé à plusieurs reprises de me présenter, je ne peux pas vous dire ce que j'ai répondu. Mais, dit-il, j'ai répondu non, certainement pas, j'ai assez de challenges dans ma vie. » Comme à quelqu'un qui avait si peu de considération pour le football devient le patron du football africain. Plusieurs sources y voient la main de la FIFA, notamment son président Gianni Infantino. Le président de la fêtière du football mondial aurait pesé de sous son poids pour que les 3 autres candidats ouest-africains, l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahya acceptent des postes de conseiller spécial et de vice-président
et laisser le fauteuil de patron aux Sud-Africains. La présidente de la FIFA qui voulait quelqu'un de nouveau, pas impliqué dans l'ancienne direction, pour attirer les nouveaux sponsors, les investisseurs et donner une plus belle image de la CAF après tout ce qui s'est passé. Les 3 autres, faut-il le rappeler, n'étaient pas loin des organes de décision du football africain, donc plus ou moins comptables de la situation actuelle. En coup fait rire, Patrice Motsepe prend les rênes du football africain à la place du très controversé Ahmad Ahmad, dont, faut-il le rappeler, Gianni Infantino n'était pas étranger à son élection en 2017. Motsepe est le 8e président élu de la CAF après les Égyptiens Abdel Aziz Salem, Mohamed Abdel Mustafa, le Soudanais Abdel Ali Mohamed, l'Éthiopien Inakeshu Tessema, un autre Soudanais Abdel Ali Mohamed, le Camerounais Issa Ayatou et le Malgache Ahmad Ahmad. Voilà, Motsepe, nouveau patron de la Confédération africaine de football. Après donc les Mamelodi Sundowns, club qui l'a conduit à la victoire en Ligue des champions africaine en 2016 des Sud-Africains, a l'obligation également de faire du football africain une référence mondiale. Ce qu'il a lui-même dit. Madi Motsepe a-t-il les armes et les moyens d'arriver à ce niveau-là? Je crois qu'il a déjà les moyens, parce qu'il est quand même milliardaire. Oui, mais ce n'est pas son argent qu'il va mettre dedans. Mais il peut utiliser son argent pour motiver. C'est toujours ça de gagner aussi. Parce que, vous savez, quand Motsepe, quelqu'un disait que ce n'est pas avec Motsepe qu'on va intimider avec 100 millions de dollars. Donc, c'est dire que lui-même déjà, il peut sortir ça de sa poche pour, si nécessaire. Mais je crois que sa personne est déjà une caution pour les investisseurs et surtout pour les sponsors. Parce que voilà quelqu'un quand même qui a pris le club de Mamelodi Sundowns et comme tu l'as dit, il a conduit ce club quand même à un certain niveau de respectabilité en Afrique. Donc les moyens financiers, il les a. Les moyens techniques, je ne sais pas, parce qu'un président de la CAF dépend aussi de son entourage. Il faut qu'il ait des gens pour l'accompagner. Et est-ce que l'attelage qu'il a dû accepter avec ses 3 concurrents, Jacques Anouma, conseiller spécial, Augustin Senghor, premier vice-président, Ahmed Yaya, 2e vice-président, et tous les autres qui vont arriver, est-ce qu'un tel attelage peut permettre d'aller vers des résultats? Là, je ne sais pas, les mois et les années à venir nous le diront. C'est peut-être là aussi l'inquiétude, mais je dis toujours, au niveau des structures comme la CAF, si les commissions fonctionnent normalement, si les mesures sont appliquées, je pense qu'en principe, ça devrait pouvoir aller. Mais la CAF est tellement politisée actuellement que c'est difficile de jurer sur quoi que ce soit, parce qu'on a vu l'enthousiasme à l'élection de Ahmad Ahmad et la fin. Et vraiment, c'est ce genre de contraste-là que je crains un peu pour le football africain, William. Motsepe, lui, a les moyens donc de sa politique. Par contre, celui que nous allons découvrir tout à l'heure n'a absolument pas les moyens. Il fait du bricolage, du rafistolage, si vous voulez, mais en tout cas, il arrive à tirer son épingle du jeu. Il arrive à rassembler des enfants à qui il transmet sa passion pour le football. Lui, c'est un coach communautaire. Son surnom le plus connu, c'est Torino. Allons à la découverte de Torino avec Fatih Yongre et Alexis Belemnaba. Le sifflet en main, les consignes sont données par cet amoureux du football. Avec autorité, Tassere Ouedraogo dit Torino inculpe les béabas du football à ses enfants âgés de 9 à 16 ans. Entraîneur communautaire depuis 2006, Tassere Ouedraogo, très connu dans le domaine du football, amateur est au four et au moulin. Nous sommes à Ranyango, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Et dans ce quartier, il est connu et bien apprécié par ses protégés. Il est vraiment bon, même s'il n'est pas un vrai entraîneur. En tout cas, je sais qu'il pourra nous apprendre à jouer au football, à devenir international. Pendant la formation, nous apprenons des jeux de contrôle, à ne pas jouer personnel parce qu'on nous dit de donner des passes, ne pas essayer de jouer seul, à bien avoir l'endurance physique. Véritable passionné de football et de formation à la base, Tassere est un autodidacte en la matière. Il s'est lui-même formé sur le tas. Pour exercer, il regroupe les enfants au sein de son club inspiré de la Juventus de Turin. L'entraîneur communautaire est un entraîneur de foot qui n'est pas qualifié, il faut dire clairement les choses.
qualifié d'autant, ça voudrait dire que quoi, l'entraîneur qui dispose de toute la documentation et qui prouve qu'il est entraîneur au plan national, voire international. Mais nous, entraîneurs communautaires, nous n'avons pas ces documents. Nous avons appris auprès de nos pairs, c'est-à-dire les entraîneurs qualifiés, où nous avons acquis des compétences basiques que nous essayons de transmettre aux enfants à bas âge. Au Burkina Faso, le travail d'entraîneur communautaire n'est pas aisé. Ceux-ci sont souvent livrés à eux-mêmes. Les difficultés sont énormes. Il n'y a pas de documents qui montrent que nous existons légalement et nous constituons une équipe. Ça n'existe pas. Donc du coup, quand les clubs, via les entraîneurs qualifiés, récupèrent notre joueur, tout ce que nous pouvons faire, c'est souhaiter bon succès aux joueurs. Nous n'avons pas assez de terrain pour pouvoir nous entraîner. Vous aurez remarqué que nous sommes en chantier ici, nous sommes en train de désherber tout ce que vous voyez pour pouvoir nous installer. Et là aussi, on se pose la question, si un de ces beaux jours, on ne se verra pas expulsé au profit d'une mosquée ou d'église ou je ne sais pas, un début de boisson. Les difficultés qui peuvent mettre fin aux ambitions d'un entraîneur communautaire. Raison pour laquelle Torino invite les dirigeants à prendre en compte les entraîneurs communautaires. Je tourne de votre micro pour lancer un appel au ministre des Sports, à la Fédé, l'ensemble des acteurs du monde sportif, de revoir la gestion des espaces. En attendant l'accomplissement de ce vœu, il est souvent soutenu techniquement et financièrement par ses parents. Voilà, entraîneur communautaire Torino se bat avec, on va dire, un peu de moyens, mais il arrive quand même à aider les enfants à se donner quotidiennement à leur amour, la pratique du football. Madi Zongo, ça c'est pas un système D, il faudra trouver autre chose pour Torino, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Et malheureusement, c'est eux qui font parfois le gros du boulot, mais ils ne récoltent aucun fruit. Parce que ce n'est pas des structures organisées. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme, ce n'est pas facile. Hein? Oui, mais bien sûr, mais je veux dire que si son centre était même formalisé, reconnu par les structures, ben, ça peut lui apporter quelque chose. Vous voyez, il y a combien de joueurs qui sont transférés au Burkina, après on ne sait pas où ils ont commencé, après ça. Donc, mais ils ont commencé quelque part, un enfant ne se lève pas comme ça et puis devient un footballeur. Généralement, ils passent par ces entraîneurs communautaires-là qui les donnent, les b.a.-ba, surtout les rudiments. Et tout le monde sait que ces genres de périodes d'acquisition sont tellement importantes que si le joueur n'a pas la base, c'est difficile pour lui d'aller vers le sommet. Donc, je crois qu'il faut organiser le milieu et là, c'est la structure dirigeante, la Fédération burkinabé de football et surtout au niveau des arrondissements, je crois que la ville de Ouagadougou est bien divisée. Il faut avoir des gens pour accompagner ce genre de bonne volonté, d'autant que dans les structures formelles, il n'est pas possible de prendre en charge tout le monde. Or, personne ne sait où se trouve le talent, le grand joueur. Bon, donc il faut réduire au maximum les trous du tamis pour garder davantage de bons joueurs. Autrement, eux, ils ont la volonté, mais comme ils n'ont pas de moyens, forcément, ils font comme ils peuvent. Alors, Madi, on parle à présent de golf avec le tournoi du Golf Club qui nous est compté par Fatih Yongré et Abdul Aziz Sari. Ce lundi 8 mars, c'est le troisième et dernier jour de compétition pour les participants du tournoi organisé par le Golf Club de Ouagadougou depuis une dizaine d'années. De nombreux amateurs ont pris part à cette bataille sans merci. La compétition démarre à 7 h par les challengers, les moins bien classés, avant que le trio de tête ne prenne le relais. Les 3 challengers du jour, Mathis Sébastien est en tête, suivi de Omaïs Walid, deuxième, et le troisième, Salif Samaké, par ailleurs DG du Golf Club de Ouagadougou. Sur leur parcours, 18 trous à aller chercher, soit plus de 10 km à parcourir. Les 3 joueurs sont à leur concentration maximum. Coup après coup, chaque adversaire maintient le rythme. Pour espérer remporter le trophée, ils devront se libérer du bunker, sortir de l'eau et surtout être adroits pour dompter le green. Après près de 4 heures, les 3 jokers sont au trou 18, la dernière étape de la compétition. Au classement final, Mathis Sébastien est en tête, Salif Samaké prend la 2e place et Omaïs Wali termine à la 3e place. Des performances saluées par les protagonistes. Chance de bien jouer, certains qui jouent mieux que moi n'ont pas réussi. Mais bon voilà, cette fois-ci c'était pour moi et on espère que l'année prochaine ce sera encore mieux que cette année. Le vainqueur était dans mon groupe, j'étais hier classé 3e. Aujourd'hui je pense que j'avance d'un point. Mais je félicite le vainqueur Sébastien Mathis, qui est un excellent joueur. Et vraiment je le félicite. Et je le décourage pour la suite.
Aujourd'hui, le match était très serré, très bien, de bons joueurs, un bon accueil, mais le seul souci, le soleil était trop fort aujourd'hui. On a souffert sous le soleil. Plus tard dans la soirée, c'est au tour d'un dîner que les prix seront remis aux champions. Bon, écoute, normalement c'est comme ça. En guise de récompense et de félicitations. On appelle à lancer à tous ceux qui veulent se lancer dans le golf, parce que souvent le golf ça a une connotation de sport, on va dire, de riche, et c'est une fausse connotation. Il faut sortir de cette idée-là. Souvent les gens pensent que ce n'est pas un sport. Le golf, c'est un sport puisqu'on marche environ 10 km et c'est un sport qui est à la portée de tous. Donc je vous invite à venir tester le golf à Ouagadougou. En attendant la prochaine compétition, c'est avec satisfaction que ces passionnés de golf se donnent rendez-vous pour les prochaines échéances. Mais le prochain rendez-vous du golf, c'est tout à l'heure avec la deuxième édition du tournoi ETI, une deuxième édition dont le résumé nous est proposé par Alexis Belabnaba. Salif Samaké est meilleur brut avec un score de 86 à cette deuxième édition 2021 de la compétition ETI du golf. Le secret de sa réussite, c'est le respect des obligations qu'exige cette discipline sportive. Un succès bien mérité qui réjouit le directeur du Golf Club de Ouagadougou. Bon, j'ai été meilleur brut, donc meilleur joueur de la compétition. La deuxième édition, elle est encore meilleure que la première. Parce qu'on a eu quand même 42 joueurs. Vous voyez, donc c'est un score assez appréciable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le golf, c'est un sport où il y a 3 obligations. Écoute, c'est l'engagement, c'est un sport stratégique, et puis bon, c'est un sport de confiance. Pour jouer au golf, il faut remplir les 3 conditions. Il faut avoir confiance en toi, il faut être quelqu'un d'engagé et il faut être quelqu'un de stratégique. Ami Diop, elle remporte le meilleur prix de la 3e série. Première compétition, première victoire. Ce mérite, elle le doit à ses compagnons. Je viens d'en remporter le premier prix de la 3e série. Donc c'est quand même ma première compétition. Je suis assez fière de moi. J'ai bien joué aujourd'hui. Merci. C'est bien mérité. Mais en fait, c'est quand même plus de 7 km de marche dans cette chaleur. C'était quand même assez compliqué parce que j'avais un peu mal aux pieds et que c'était ma première compétition. J'ai été un peu forcée par les copains. Et finalement, j'ai remporté ce premier prix, très fier. À cette deuxième édition, 3 meilleurs prix sont présentés. 42 joueurs ont pris part à cette compétition. Plusieurs compétitions sont prévues, dont le championnat national, la compétition du Sounou Assurance, celle de Satom et le Ryder Cup qui va se jouer entre les 4 continents. Voilà, on revient donc sur ce plateau. Après le golf, on parle à présent de course hippique avec la deuxième journée de la course NEMA, une deuxième journée qui s'est courue donc le 28 février dernier à Pabré pour donc ce deuxième épilogue. C'est le cheval Néré qui donc a fait forte sensation. Et voilà, donc pour donc la succession, Néré s'impose dans la catégorie C et prend une option sérieuse pour la ceinture dans cette catégorie, mais attention, il reste encore 8 journées à courir. Résumé avec Luc Pagbelkem. On assiste à une montée en puissance du cheval Néré à l'hippodrome de Pabré. Habitué au circuit long, Néré s'est imposé pour la 2e fois en 2 journées consécutives dans la catégorie C, comptant pour la 2e saison du championnat hippique NEMA. La victoire a été disputée sur la ligne d'arrivée après que Djamila ait bouclé le premier tour en tête avant de se faire avaler par tous ses poursuivants, Néré, Sharaf et Diafaranga.
Aujourd'hui, le cheval même, il m'a surpris aujourd'hui, puisque les courses de préparatoires là, ils n'étaient pas bons. Vous voyez. Mais aujourd'hui, c'est une miracle. Je ne m'attendais pas à être premier, quoi. C'est comme je vous ai dit la fois passée, je viens pour prendre la ceinture là. Avant la course, on a dit à nos adversaires, on vient lâcher pour vous battre. On ne vient pas pour s'amuser. Néré avec vous, ce n'est pas même catégorie. On vient là, on vient pour vous battre. Parce qu'on a fait l'essai le dimanche passé. Vous voyez, on a retiré notre cheval Néré de rester en deuxième position pour les flatter. Tu vois, et là, le dimanche passé, ils ont fait premier, nous on a fait deuxième. Donc ils pensaient que non, ils nous moyens. Ils ne savaient pas que nous, on les a posés comme un petit lapin pour les prendre. Et là, voilà, ce soir, on les a pris comme un petit lapin. Néré, toujours champion, Néré reste toujours champion. Malgré les paris ouverts dans cette catégorie, Néré s'impose au plaisir de ses admirateurs. En catégorie A, Zabr Swaba, Yassa Fao et Amsada sont les 3 premiers. En catégorie B, CB Alaye, gouverneur et empereur s'imposent devant la vingtaine de participants. La catégorie interrégionale est l'affaire de Ayaté Nour, suivi de Zef et de Sabari. Ouais, je pensais que j'allais être premier, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Voilà, donc je ne suis pas découragé. Je sais que moi, mon cheval, il a fait ce qu'il peut. Et c'est à moi de doubler l'effort pour qu'il gagne la prochaine fois. C'est l'espoir, hein. L'espoir c'est comme ça. Tu peux être favori, mais ne pas gagner. C'est comme ça, c'est l'espoir. Dans l'espoir, il y a tout. Hein. Il y a tout. Si ce n'est pas ton jour, seulement tu ne gagnes pas. Voilà, donc on prie Dieu que d'ici la fin du mois, ça soit mon tour. Donc, je vais toujours combattre jusqu'à mon dernier cartouche. C'est bien parce que, bon, c'est bien parce qu'il n'y a pas une école de course ici et que les jockeys ils se débrouillent pour tenir à cheval. Déjà, les propriétaires qui ont importé des races qui sont robustes, qui tiennent sur ces distances-là. Et puis après, il y a la capacité des jockeys à tenir à cheval, à commencer la course et à terminer la course. Donc, je trouve que c'est bien. Pabré draine maintenant du monde chaque fin du mois. Les supporters sont également au rendez-vous. D'un côté, on retrouve les dames inconditionnelles de la jument Djamila et de l'autre, les mordus de Néré. Néré totalise désormais 10 points dans la catégorie des grands chevaux et se positionne comme les favoris même s'il reste 8 journées pour boucler la 2e saison. Voilà, la prochaine journée, probablement à la fin de ce mois. Et donc, dernier élément, c'est du tennis, avec donc la finale du tournoi de tennis féminin qui nous est compté par Arsène Kondi-Tamdé. C'est un combat sans merci que se sont livrés Rafiatou Maré et Annabelle Bama sur ce cours en finale du tournoi de tennis féminin. Les deux joueuses ont tout donné pendant cette finale pour repartir avec le Saint Graal. Après 9 jeux, les finalistes sont à égalité. Il a fallu un tie-break pour départager les compétitrices. Sur cette dernière ligne droite, Annabelle Bama donne tout et arrache la victoire 7-5 face à son adversaire. Elle est sacrée championne de la première édition du tournoi de tennis féminin. Au départ, j'avais stressé, j'avais la peur, j'étais tellement stressée. Mais après, j'ai pris confiance, quoi. Je me suis dit que c'est un jeu, il faut jouer, tu as gagné, tu as perdu aussi. L'essentiel, c'est de jouer seulement, de participer. Est-ce que tu es déçu? Tu as perdu? Non, je suis plutôt content parce que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas joué. À quel niveau qu'elle t'a vraiment dominé? C'était au niveau des choses là. Quand elle plaçait les balles là, c'était ça seulement. C'est ça qui m'a beaucoup terrassé. Sinon, voilà. Dans l'ensemble, ça va. Cette compétition a réuni 28 joueuses qui se sont affrontées pendant les éliminatoires et le promoteur espère à travers cette initiative faire des émules et inciter d'autres filles à la pratique de ce sport. C'est la finale que je m'y attendais et j'espère que les années à venir, on aura plus de joueuses que cette année. Bon, je ne pensais pas au début que j'allais avoir tellement de représentantes. Au moins, j'ai eu au moins 28 femmes investies pour une première fois. Bon, au niveau des femmes, sincèrement, c'est apprécié. Nous savons que nous sommes capables de hausser le niveau de notre tennis. Et nous voulons passer par ça aussi pour essayer d'encourager aussi surtout les femmes. Parce que surtout côté femmes, on n'en a pas beaucoup de joueuses. Et nous allons profiter de ça aussi pour que les jeunes filles
qui regardent aussi les grandes sœurs qui sont en train de jouer, d'essayer. Le niveau de la compétition est jugé acceptable par la marraine de cette édition, qui dit vouloir travailler à promouvoir ce sport au Burkina Faso. Le tennis est un sport complet comme la natation et malheureusement on n'en parle pas beaucoup au Burkina Faso. Donc j'ai saisi cette occasion pour me porter marraine de cet événement-là. Le niveau est très bon et très élevé. J'ai été très agréablement surprise par l'engouement suscité. Nous avons eu plus d'une trentaine de joueuses venues des provinces et je profite pour lancer un appel solennel aux bonnes volontés qui veulent bien vouloir nous accompagner à promouvoir ce sport-là. Cette compétition est organisée dans le cadre du 8 mars, la journée internationale du droit de la femme. La réflexion est déjà en cours pour intégrer les hommes à la prochaine édition. Voilà, tennis féminin, c'est sur cet élément que prend fin donc cette émission. C'est un plaisir en tout cas d'avoir été des vôtres ce soir. Prochain rendez-vous d'information sportive sur BF1, c'est pour lundi. Mais avant ce lundi, restez fidèles au programme de BF1, la télé au cœur de nos défis.